used to design for gods. But perhaps you'll come with a challenge, eh? I was surprised to get your call. Look, darling. Alive! It's alive! It's alive! And it's trying to sleep. Shut the hell up. Et bonsoir et bienvenue dans Bonsoir. cette nouvelle édition de It's Alive, notre petite émission de blabla jeu de rôle où on discute de tout avec des gens sympas. On essaye d'y aller à cœur ouvert et d'y aller sans tabou. Je crois que pour ceux qui nous connaissent déjà, on a déjà montré une certaine franchise et on va continuer ainsi, évidemment. Aujourd'hui, notre sujet, 1001 façons de faire du jeu de rôle. Vous le voyez, on est avec un invité dont je vais parler dans quelques instants. Mais d'abord, pourquoi ce sujet ? Eh bien, depuis plus de 50 ans, le jeu de rôle a conquis de nombreux joueurs et joueuses. À l'origine, évidemment, Donjons et Dragons, inspiré des wargames, avec les règles touffues, les brouettes de dés, les battle maps tactiques. Mais depuis, les univers se sont multipliés. De nouvelles propositions ont vu le jour, des systèmes géniaux ou catastrophiques sont sortis de l'esprit de nombreux créateurs et créatrices. Et avec tout ça, le jeu de rôle a vu naître 1001 façons de jouer. Avec ou sans dés, autour de la table ou à distance, verbalement ou à l'écrit, à plusieurs ou en solo, en direct ou en asynchrone. Je suis avec mon ami Goldie pour parler de toutes ces propositions diverses et variées, mais aussi avec Illudet, cofondateur de Minimal Roleplay, une plateforme qui propose une expérience pour tous les rôlistes, quelle que soit leur façon de jouer. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'aime à le présenter aujourd'hui. Comment ça va, Illudet ? Eh ben bonsoir, oui, ça va très bien. C'était bizarre ce petit silence là au début, je dois avouer. Bienvenue déjà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas de cet accueil et ben je suis ravi d'être là et de pouvoir parler avec vous de ce sujet complexe mais qui ne devrait pas. Eh ben oui, évidemment. Alors pour commencer, justement, dis-nous, parle-nous un peu de Minimal Roleplay quand même pour les gens qui connaissent pas. Plateforme qui est plus si minimale que ça quand même. Non, pas minimal dans l'approche de chaque fonctionnalité, on va dire, mais effectivement, ouais, Minimal Roleplay, c'est un virtual tabletop qu'on présente comme le virtual tabletop où tu joues et tu ne passes pas ton temps à configurer. C'est comme ça qu'on le vend aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on essaye de se détacher de ce qui se fait dans le marché, qui sont des outils très complets mais complexes, vers un outil qui est beaucoup plus accessible et qui est où la prise en main en fait se fait relativement de façon minimale, mais qui propose quand même tout ce qu'on a besoin pour jouer au jeu de rôle. C'était du coup, oui, une plateforme qui a quand même une approche autour du jeu de rôle textuel asynchrone, mais justement beaucoup plus de choses aujourd'hui. Et justement, petite question, pourquoi vous avez commencé par ça ? Ouais, ça vient de la genèse en fait de pourquoi j'ai créé à la base, parce qu'aujourd'hui on est 3 cofondateurs, mais à la base Minimal Roleplay je l'ai créé seul et ça venait en fait je créais des jeux vidéo en fait et j'étais sur un Discord où j'enseignais justement la création de jeux vidéo et puis je crée un jeu vidéo sur le thème de mon jeu de rôle, Miramarca. Et en fait, les gens me disaient on pourrait peut-être faire une partie de jeu de rôle. Le problème, c'est qu'il y avait un Québécois dans l'équipe et un Japonais. Donc on était tous francophones, heureusement, parce que sinon ça aurait été encore plus compliqué. Mais forcément, les fuseaux horaires ne correspondaient pas et j'ai pris la décision de créer Async Roleplay à l'époque. C'était en 2020, si je dis pas de bêtises, pendant la période Covid. Et en un week-end, j'ai pondu une interface pour faire du jeu de rôle textuel de façon asynchrone, du coup, pour qu'on puisse jouer tous ensemble. Et c'est de là qu'est parti le concept initial de Minimal Roleplay, qui était du play by post, donc du jeu de rôle par texte, par message interposé.
est donc la première brique de Minimal Roleplay. Et de fil en aiguille, on s'est dit que en fait, Minimal Roleplay, on avait plus à apporter qu'un simple virtual tabletop textuel, qu'on devait finalement briser cette barrière de l'accessibilité dans le monde du jeu de rôle avec tout un tas d'outils. Donc c'est le socle de Minimal Roleplay, avec le virtual tabletop, le réseau social pour les joueurs, pas pour les rôlistes, tous les outils de fiches de personnages, d'écriture, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin pour faire un jeu de rôle, ça serait notre socle pour atteindre l'objectif ultime de rendre accessible le jeu de rôle et de rendre accessible tous les jeux de rôle, pas forcément en tant qu'expérience de joueur, mais aussi en tant qu'expérience de maître du jeu, et aussi en tant qu'expérience de créateur de jeux de rôle, parce qu'aujourd'hui, les créateurs de jeux de rôle, malheureusement, il y a énormément de belles œuvres qui sortent et des jeux de rôle dans tous les sens, mais ils tombent trop vite dans l'oubli parce que il y a des barrières à cette accessibilité du départ. Ouais, et puis dans cette notion d'accessibilité aussi, il y a si j'ai bien compris le projet en tout cas, il y a une volonté aussi de simplifier la prise en main des systèmes de jeu par les éléments qui sont mis en place sur Minimal Roleplay directement. Que ce soit pour des systèmes narratifs où il peut y avoir de l'accompagnement sur là à ce moment-là vous devriez faire ça, etc. Ou sur des systèmes beaucoup plus entre guillemets mathématiques comme Donjons et Dragons où on va t'aider à remplir ta feuille, quoi, en fait. En fait, le concept de base, enfin notre façon de développer et de designer nos interfaces, c'est de dire ok, il faut que la personne ait l'air d'être dans un jeu vidéo. On ne doit pas se prendre la tête avec quoi que ce soit. Donc on essaye de penser toutes nos interfaces comme ça, faire en sorte que quand tu vas créer ton plateau de jeu virtuel, tu n'aies pas l'impression d'être dans un outil qui est très compliqué à prendre en main. On te donne tout ce que tu as besoin, mais on te le donne, et ça c'est dans le futur, mine de rien, parce que ça prend énormément de temps de développer ce genre d'interface, mais on va te le donner en fait, ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. On va pas te mettre tout un tas de choses devant les yeux pour que tu puisses créer tout et rien en fait. Souvent rien parce que tu comprends pas comment ça marche. Et derrière, on te donne juste ce que tu as besoin, le minimum. Et ensuite, quand toi, tu vas te dire « Ah ouais, mais ça serait bien qu'on fasse ça », et en fait, tu vas arriver à cliquer sur le bon truc parce que ça sera intuitif et on va te le donner en fait à ce moment-là. C'est comme ça qu'on essaye, je dis bien essayer parce que ça prend beaucoup de temps, ça a beaucoup d'itérations, de développement, de redesign, de refonte, enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent. Mais le but à terme, c'est que les éditeurs qui n'ont pas d'argent puissent mettre leur jeu de rôle sur Minimal Roleplay, les éditeurs qui ont de l'argent puissent mettre tout le monde soit logé à la même enseigne, et que finalement, pour créer et étendre le monde du jeu de rôle, ça ne soit plus une galère ou qu'il faille embaucher une agence pour le faire à notre place, enfin voilà, ce genre de truc. Ça, on veut vraiment briser ce truc-là parce que tout le monde devrait être logé à la même enseigne parce que tout le monde écrit des bouquins, tout le monde joue à du jeu de rôle et tout le monde masterise, et de ce côté-là, on veut aucune différence entre les gens. Alors, pour faire un petit peu plus connaissance, on a l'habitude de faire des petits jeux, c'est pas toujours les mêmes. Et aujourd'hui, alors un jeu qui s'adresse à l'invité, mais Goldie a évidemment le droit de participer puisque je vais vous faire faire un tu préfères option jeu de rôle. Ok. Donc le premier, Éludé, c'est est-ce que tu préfères jouer autour d'une table mais dans le noir total ou jouer en ligne mais avec 2 secondes de délai dans le vocal pour tout le monde? Dans le noir 100%. Je déteste jouer en ligne au jeu de rôle. C'est pour ça que j'ai créé mon VTT. C'est parce que je détestais jouer à des VTT. Moi, pareil, je te rejoins, hein, dans le noir. Au moins, dans le noir, tu peux créer une ambiance en fait, avec 2 secondes de décalage, tu mets même tu pas forcément la caméra. C'est énorme, 2 tu secondes. pètes un câble, quoi. C'est terrible. C'est infernal. Il y a des concepts, hein. Tu manges dans le noir, c'est génial comme expérience. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais personnellement, c'est une très très bonne expérience. Hein. Les restos dans le noir. On a fait dernièrement un jeu de rôle qui était quasiment dans le noir, qui était Ten Candles, où il y avait juste des bougies au milieu, et du coup, ça crée une ambiance. Donc, je pense que jouer au jeu de rôle dans le noir, à moins que tu sois vraiment crevé et que ton voisin s'endorme, mais ça rajoutera de l'immersion. Je pense que t'aurais pas dû dire dans le noir, c'est trop facile comme problème. T'aurais dû dire sans parler, tu vois, en mimant ou un truc comme ça. Là, ça aurait été un vrai challenge pour le coup. Ah ouais, mais on commence facile. Ensuite, est-ce que du coup, tu préfères jouer une campagne d'un jeu que tu connais, mais on t'impose ton perso, ou jouer à un nouveau jeu, mais tu ne peux pas apprendre les règles uniquement tu les devines toi-même au fil de la partie?
Waouh. Attends, le premier, Donc tu là, peux quand- pas créer ton perso. Et le Non, il deuxième, est imposé. t'apprends les règles au fur et à mesure. Ouais, mais en on te vrai, dit le pas les premier règles, pour tu dois moi. les deviner, quoi. Ah, tu dois les deviner, ok. En vrai, le premier pour moi, parce que se bloquer contre des règles pendant un jeu de rôle, je trouve que ça casse un peu l'immersion. Donc, je préfère jouer un perso qu'on m'a imposé. Au pire, je le tourne un petit peu en dérision, le perso, tout en restant dans le lore du perso. Mais non, je préfère un perso imposé. Il y a toujours moyen de s'amuser. Alors que quand tu butes sur les règles tout le temps, que t'es tout le temps en train de te poser la question, est-ce que je peux, machin. Non, là, c'est chiant. Donc, je préfère le premier, ouais. Autant que ça T'es- soit t'es- fluide. T'es le seul de la table à pas connaître les règles et à devoir les deviner ou Ouais. Ouais, Ouais, d'accord. Ouais. c'était le seul. En plus, tout le monde joue fluide et tout. Ah ouais, C'était en T'es plus, casse-couille, en c'est fait. vraiment- ouais. Non, je te rejoins plutôt la première. À la limite, en fait, un perso imposé, limite, des fois, je trouve ça intéressant parce que ça te pousse à faire un RP que t'aurais pas forcément fait de base Ouais. sinon. Donc, De pourquoi fou. pas. Ok, donc le suivant, tu préfères que ta MJ te dise fais-moi un jet de perception avec un grand sourire sadique ou qu'elle te dise tout te semble normal quand tu lui poses une question sur ce que tu vois. Bon, le G, au moins, ça te met un petit peu de l'adrénaline de réussir quelque chose, donc autant pousser vers la réussite. Ouais, je pense qu'il y a de l'excitation du jet où tu sais pas où il va te mener, alors que le tout te semble normal, même si dans le doute, t'as peut-être loupé quelque chose, c'est plat quoi. Ouais, Ouais, puis puis on est tu quand même sais chez qu'en les plus, jeteurs de dés ici. en lançant un dé, si tu fais un 20, même si elle avait pas prévu de te dire quelque chose, bah, elle va être obligée de te dire quelque chose quand même. Donc, à ce moment-là, tu peux la faire chier un petit peu. Ok. Et le dernière petite question, est-ce que tu préfères jouer à un jeu de rôle où tous les noms des PNJ font 10 syllabes, comme Artimony, Bazou, Latipaton, ou un JDR où tous les PNJ s'appellent Tom? C'est terrible. Je dirais Tom pour le côté fun parce que je suis incapable de retenir des prénoms en vrai. Alors des prénoms comme ça, c'est vraiment pire que pire. Et j'imagine même pas ton carnet de notes à la fin. Non, terrible. Alors que Tom 1, Tom 2, Tom 3, Tom du village, Tom de la boulangerie, c'est plus simple. Ah ouais, moi malin, je t'as pense que hacké je saurais même mon pas piège. décider entre les deux. Les deux me bottent. C'est-à-dire que le truc des tomes, je trouve ça drôle, c'est un peu à la re, genre tout le monde s'appelle Pierre et il faut réussir à les distinguer par d'autres moyens. Et l'autre, c'est tellement long qu'au final, tu vas jamais utiliser le nom, tu vas juste utiliser des diminutifs ou tu vas jamais réussir à les prononcer. Donc ça peut être drôle aussi en vrai, donc pourquoi pas. Ok, bah voilà, c'était pour les petites blagues d'intro. On va revenir un peu au vif du sujet. Pour parler un peu de la déclinaison des façons de jouer. On va le faire un peu peut-être chronologiquement en prenant un peu l'ordre de nos expériences. Moi, j'ai débuté de manière la plus classique. J'ai démarré par Donjons et Dragons. Et oui, je pense que c'est le démarrage quand même de pas mal de monde. Est-ce que pour toi, Manu, ça a été la même chose? Et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as été attaché longtemps comme façon de jouer, ou est-ce que tu as vite cherché d'autres façons de jouer? Alors très honnêtement, moi je n'ai pas commencé par Donjons et Dragons, figure-toi. Et Déjà, j'ai bravo. commencé le jeu de rôle assez tard parce que je ne connaissais pas. J'ai joué au Warhammer très tôt, j'étais au collège, j'ai joué aux cartes Magic même époque, mais on ne faisait pas de jeu de rôle, personne autour de moi en faisait, donc je ne connaissais pas. Et j'avais 20 ans, je pense, j'étais dans mon premier apprentissage à l'époque quand j'ai commencé le jeu de rôle. Et j'ai commencé avec Innominé, le jeu avec des anges et des démons. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, tu incarnes un ange ou un démon. Souvent, c'est les démons quand tu débutes. Donc nous, on incarnait des démons. Et ils sont envoyés sur Terre dans la peau d'êtres humains pour exécuter des missions pour leur haut commandement. Et ils doivent avoir ils ont des rapports à faire à leur hiérarchie. Vous m'arrêtez parce que ça fait très très longtemps que j'ai joué à ce truc et je n'avais pas du tout de règles, mais c'est de ce dont je me souviens en tout cas. C'est voilà. Oh ouais, non, Et en fait, en intercession, on faisait des rapports à nos supérieurs pour dire que la mission s'était bien passée ou non, faire des débriefs quoi. Et j'ai commencé avec ça assez tard parce que finalement, c'était le jeu préféré des mecs qui étaient dans ma boîte, dans mon apprentissage à cette époque-là. Et donc, on a commencé autour d'une table à jouer à ce jeu-là, qui s'est très vite terminé à cause d'un joueur toxique, figurez-vous. Ah.
Et après, bah, un de ces joueurs autour de cette table était un joueur inconditionné de Donjons et Dragons 3.5. Et donc à partir de là, on a fait du Donjons et Dragons. Ça a pas mis beaucoup de temps, ça a duré 2 sessions, une nominée. Et ensuite, on a continué avec du Donjons et Dragons. Ok. Ah, donc du coup, tu as commencé par un jeu au système plus simple. Ouais, il y a que du roleplay quasiment. Oui, on Ouais. n'avait même pas de fiche de personnage de mémoire. Je sais plus honnêtement. Mais ça me paraît. Je pense qu'on avait une petite fiche de personnage, mais j'ai pas l'impression que c'était vraiment basé sur la fiche de personnage. C'est beaucoup plus du roleplay classique, sans combat forcément. Mais je me rappelle plus honnêtement. Ouais. Bah, du coup, justement, c'est le premier thème dont je voulais parler. Dans les 1000 façons de jouer, bah là, c'est 2 jeux où l'exemple marche très bien. Entre les systèmes, aujourd'hui, on peut un peu diviser grossièrement entre les systèmes très narratifs et les systèmes très mécaniques. Les 2 ont des bonnes choses. L'idée, c'est pas de faire une hiérarchie. Moi, j'ai démarré du coup par la mécanique, c'était Donjon 3.5, aussi. Donc c'est vrai que j'ai eu un sentiment de vide les premières fois où j'ai fait des jeux plus narratifs. Aujourd'hui, c'est marrant parce que je vois qu'il y a des fois, il y a un peu une guéguerre entre les défenseurs des uns et des autres. Heu, Moi, je trouve que c'est 2 expériences qui se complètent, qui sont différentes. J'aime bien passer de l'un à l'autre selon, mon énergie, selon mon envie, et cetera. Ça Ça a la possibilité, enfin l'avantage, on va dire, aussi de pas proposer les mêmes expériences, donc de moins se lasser. Moi, je peux pas faire le même jeu, tout le temps. Est-ce que, on a tendance à dire que les narratifs sont beaucoup plus accessibles, parce qu'il y a moins de choses à apprendre, mais ça demande de réussir à interpréter. Est-ce que du coup, voilà, les avis un peu de chacun sur ça? Qu'est-ce que c'est le plus facile ou le plus dur entre apprendre pas mal de règles ou, bah, avoir justement pas trop de filets et de devoir un peu bricoler? Bah, dans mon expérience, je pense que ça va grandement dépendre de ta cible. Si tu t'adresses à des gens qui ont vraiment l'habitude du jeu de société, peut-être que partir sur un jeu drôle où tu vas aussi avoir des mécaniques de jeu de société type Donjons et Dragons, ça peut être intéressant. Après, moi, je pars du principe que si tu veux vraiment te lancer dans du jeu de rôle, il faut se défaire des règles et juste tu te lances dans un scénario à l'arrache où chacun interprète son personnage et va dire bon ben on fait ça, quitte à ce que le roleplay soit pas qualitatif. De toute façon, sur un premier jeu de rôle, tu peux pas attendre un roleplay qualitatif. Et juste tu te mets avec une bière autour d'une table, t'as ton MJ qui te compte le décor d'où t'es, et finalement bah tu vas avoir les joueurs qui vont progresser à leur rythme s'ils veulent interpréter leur personnage ou juste dire je veux aller là en regardant leur personnage à la troisième personne, pourquoi pas, on s'en fout, l'idée c'est juste de se mettre un petit peu dans le truc. Donc moi je serais plus partisan de se dire, pour une première expérience en tout cas d'accessibilité, de se dire on part sans règles, on fait juste du théâtre d'impro autour d'un scénario qui vous parle à tous. Et à partir de là, bon bah tu te lances relativement facilement, même si le MJ n'a quasiment pas de scénario, il suffit pas grand chose, surtout avec les outils qu'on peut trouver aujourd'hui. Enfin, pour se lancer en privé, en tout cas, il y a vraiment moyen d'aller très vite sur une idée. Au pire, tu te lances dans un film que tu as vu et tu fais jouer un petit peu ce qui se passe dans le film. Il y a toujours des moyens. Après, bon bah quoi qu'il en soit, cette barrière vocale du jeu de rôle pour une première expérience fait peur à beaucoup. Ça, c'est sûr. Mmh. Toi, Goldie, qui est à la fois, très théâtral et en même temps attaché à Pathfinder, qui est quand même niveau, densité de mécanique pas mal. Très théâtral, t'es gentil. Alors moi, je suis rentré par Donjons et Dragons, comme toi, Basile, sur la 3e édition avant de passer sur la 3.5. Et mais j'en suis très vite, je m'en suis assez vite détaché. Je devais avoir 14 ans véritablement quand je m'y suis mis un peu plus au jeu de rôle. Et en fait, les règles de Donjons et Dragons m'ont fait peur à ce moment-là. Et du coup, je me suis pas accroché aux règles. Je me suis accroché juste au fait d'avoir un D20 et des caractéristiques.
Donc le truc le plus simple qu'on puisse avoir pour commencer à lancer quelques dés avec les copains et raconter une histoire. Mais je te rejoins quant au fait que, en fait, au début, pour te mettre dans l'idée de jouer, c'est plus intéressant de se détacher assez rapidement des règles. Et je pense, moi, dans ce sens-là, que. Alors, je pense que c'est pas la première fois que je le dis, hein, les gens qui sont là vont pas être très étonnés. Je pense que ce qui m'a le plus formé, au final, à jouer un rôle ou à être narrateur pour du jeu de rôle, c'est d'animer pléthore de parties de loup-garou. Plus qu'au final que d'interpréter un paladin dans Donjons et Dragons autour d'une table d'adolescents prépubères qui s'amusent à lancer des dés et à se foutre sur la gueule autour de la table sans vraiment jouer leur RP, mais plutôt en défendant leur bout de gras en disant oh, mon perso. Donc voilà. C'était pas les plus belles tables de RP possibles qu'on puisse imaginer. Mais du coup, je trouve que au final, les intentions de jeu sont plus honnêtes autour d'un jeu qui est simple en termes de règles. Le loup-garou, il n'y a rien de plus simple. T'interprètes ton propre personnage qui essaye de mentir aux autres ou de trouver le loup-garou. Donc au final, t'es honnête dans tes intentions. Et à l'opposé d'un jeu comme Donjons et Dragons, où au début, quand tu sais pas jouer du RP, t'es jamais honnête sur tes intentions. Donc c'est compliqué d'être véritablement authentique, on va dire, dans ta manière d'interagir, quoi. Donc oui, effectivement, des jeux comme Innominé Satanis, non, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais hein, c'est quoi? Innominé, ça suffit. Ouais, Innominé, ouais, mais bon, j'avais envie de rajouter un truc derrière, je sais pas plus pourquoi. loin non plus. Ou Monster of the Week, c'est vachement bien parce que ça te permet de te lancer plus rapidement et d'interpréter et d'aller vers l'intention réelle de jeu, plus que de te rappeler alors attends, là moi je veux faire ça, alors attendez, je lance un dé, faut que j'aille chercher là, je retiens l'âge du capitaine, enfin bon, ça te fait perdre beaucoup de temps, quoi. Après, je pense qu'il y a effectivement aussi une... Enfin, c'est pas tout noir ou tout blanc. Je pense que ça dépend énormément aussi de la motivation des joueurs autour de ta table et du temps que tu vas y passer. Se lancer pour une initiation. Si on parle d'initiation, se lancer dans du Donjons et Dragons, c'est un peu dégommer une mouche au bazooka, quoi. C'est, disons que on va se lancer dans une soirée. Ouais, c'est clair. Là où, si t'as qu'une soirée, tu fais une initiation, tu sais pas si les joueurs vont être aptes à jouer un loup-garou ou un petit scénario de poche où t'interprètes un personnage rapidement, ou même tu fais interpréter leur propre personnage, leur propre eux-mêmes, dans un jeu de rôle un peu contemporain où ils peuvent pas faire des grands coups d'épée dans tout ce qui bouge. Ça peut être intéressant. Après, si t'as des joueurs qui sont hyper motivés et qui ont vraiment envie de se mettre à fond dans le jeu de rôle pour découvrir la vraie expérience, là, se lancer sur une petite campagne d'initiation D&D, pour moi, ça peut être sympa. Mais il faut que derrière, tes joueurs te poussent à faire jouer, en fait. C'est moi, j'ai beaucoup arrêté de jeux de rôle, des campagnes, parce que en fait, j'étais toujours obligé de courir après mes joueurs. Il n'y a rien de pire, c'est chiant de se dire que t'es le seul à bosser dans une campagne, sachant que quand tu veux faire bien les choses, c'est tristement vrai, mais le MJ a quand même beaucoup de travail. Mais derrière, si t'as tes joueurs qui te poussent, qui à la fin de ta session te disent allez, c'est quand qu'on joue, c'était trop bien, machin, ça aide grandement à préparer la prochaine, quoi. C'est toujours l'écart que t'as dans comment dire, dans l'implication autour de la table. Tu vas avoir des gens qui vont être très impliqués parce que c'est leur passion, c'est leur loisir principal et ils ont envie de s'y impliquer, et c'est souvent le cas du MJ parce que il s'implique dans l'histoire qu'il raconte. Et à côté de ça, effectivement, tu vas avoir des joueurs, moi je suis juste là pour passer un moment avec des potes, mais je fais du foot à côté, je fais ci, je fais ça, et donc au final, la priorité est beaucoup moins portée là-dessus. Donc ils vont être fatalement moins impliqués aussi dans le fait de trouver une disponibilité, quoi. Et pour rebondir un peu sur le chat, évidemment, dans l'initiation, comme le dit Keldor, l'univers qu'on va proposer aux gens, Ça joue c'est beaucoup. important. Moi, je sais que Donjons et Dragons a fait
a été un repoussoir pour des gens qui pensaient que jeu de rôle était fantasy Mm. uniquement et n'aimaient pas l'heroic fantasy. Et puis après, sur la complexité des systèmes, évidemment, il y a toute une granularité, hein. Parce que si on prend justement les jeux, alors d'habitude je sors tous les bouquins, mais là je viens de déménager, ils sont en carton. Mais Monster of the Week, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup parce qu'il est très simple. Mais si on veut un peu plus de choses en restant dans la même logique, City of Mist est un peu plus complet. De l'autre côté, Pathfinder, Warhammer, c'est très dense. Donjons et Dragons a tendance à se simplifier Mhm. un peu aujourd'hui. Et voilà, et tout ça se croise. Et puis, il y a même des systèmes qui proposent des variantes des différentes densités. Parce que je vois qu'on a Linou qui nous fait un coucou dans le chat. Elle va créer un système qu'elle appelle qui s'appelle le Dirty System, où à l'intérieur même, tu as 2 versions. Est-ce que tu veux la version dense ou la version light? Et C'est donc, très bien ça. je trouve que c'est important dans son exploration de jeu aussi de trouver, de descendre un peu le curseur par étape en testant pas mal de jeux pour se dire ah tiens, là moi j'ai l'équilibre que j'aime bien, parce que j'ai même Vers le dernier outrage qui est un jeu où tu fais ta fiche de perso sur un post-it. Et c'est important de trouver, en fait, la granularité est tellement forte aujourd'hui, c'est bien de trouver ce qu'on veut, quoi. Ça, c'est vrai aussi. Enfin, moi, personnellement, quand j'ai fait des découvertes, la plupart du temps, c'était des jeux de rôle maison où j'avais écrit mon scénario sans parler d'univers particulier, très souvent du contemporain pour moi, surtout pour des découvertes parce que c'est plus facile de se représenter un monde qu'on connaît et de jouer quasiment son propre personnage. Du coup, j'aime bien le contemporain pour faire des découvertes, mais j'aime bien quand même glisser des mécaniques du jeu de rôle plus classique. Typiquement, ça sert pas à grand chose, mais je fais une toute petite fiche de personnage qui tient effectivement sur un post-it pour que il y ait quand même cette volonté de dire ok, on fait un jeu de rôle qui est relativement simple, mais t'as quand même les mécaniques, t'as des lancers de dés, t'as une fiche de personnage, t'as potentiellement quelques petites mécaniques comme ça qui tiennent sur vraiment un post-it comme tu dis, et comme ça au moins t'as l'expérience potentiellement complète du jeu de rôle, mais de façon vraiment très minimaliste. Ça te permet vraiment de savoir si tu vas kiffer le jeu de rôle, et derrière bon bah si les gens ils sont attentifs et investis, bah derrière tu leur proposes de complexifier un petit peu toutes les parties de ce que t'as créé ce soir, quoi. La notion de Après, jeu, de toute façon, elle impose un peu des règles à un niveau ou à un autre. S'il y a 0 règle, à mon sens, on n'est plus dans un jeu de rôle. On est dans une t'es interprétation. dans un théâtre de l'esprit, quoi, sinon. Ouais. Mhm. Mais après, ça peut être un exercice intéressant aussi, le théâtre de l'esprit, effectivement, dire on va créer quelque chose ensemble. Moi, c'est quelque chose que je faisais aussi pour initier certaines personnes ou pour juste initier à l'univers parfois sans forcément jouer. Je faisais des récits collaboratifs où en fait je lançais une idée de base, d'autres bondissaient et proposaient des choses en plus. Et alors moi je me suis amusé pendant un temps à faire un petit peu le rôle de conteur public. Et en fait tu récupères les éléments de chaque personne, t'essayes de l'agencer dans une histoire. Et du coup les gens se prennent de passion à savoir où ça mène, à rajouter des choses également derrière. Et c'est tout l'intérêt de créer en improvisation et de mixer les points de vue des gens. Et du coup tu peux le faire sans règles avec du théâtre de l'esprit pour inciter les gens à découvrir ce qu'est la narration. Mais du coup, évidemment que tu t'affranchis du fait d'incarner véritablement un personnage quand tu fais du théâtre de l'esprit, à mon sens. Parce que si tu incarnes un personnage, tu auras toujours la tentation de dire « Ah mais je me suis attaché à mon personnage va faire ça ». Et le réflexe du play to lose, il va pas se chercher de base en fait dans le jeu. C'est tout le sens des règles d'ailleurs qu'on a pu mettre sur du slasher pour inciter au play to lose, parce que sinon les personnages qui veulent résister à tout prix et survivre à tout prix, ils vont jamais faire de play to lose et ils vont jamais se mettre dans la merde. Donc Ouais. Et justement, sur l'interprétation, alors on a forcément sur nos différents épisodes beaucoup parlé d'interprétation, c'est quand même le cœur un peu du jeu de rôle. Mais justement, moi j'avais envie de parler, puisque on a Minimal Roleplay avec nous, un peu de l'interprétation quand on est à l'écrit. Oui. Parce que avant de découvrir Minimal Roleplay, moi j'ai fait du jeu de rôle textuel sur des forums au milieu des années 2000. C'était un forum dédié à X-Men. Et donc chaque canal du forum était une pièce du manoir
de Charles Xavier et on jouait comme ça. Et je trouve que l'écrit est sous-estimé par certains rôlistes parce que et l'asynchrone. Et justement, je serais intéressé d'avoir votre avis sur ça parce que je trouve qu'en asynchrone, du coup, on a le temps. Donc quand on aime écrire, on a la possibilité de choisir bien ses mots. Et en plus, à l'écrit, on peut faire des tournures plus fortes que quand on improvise à la volée. Et du coup, pour l'interprétation du personnage, pour son vocabulaire, pour son intonation, alors ça nécessite, il y a une barrière qui est d'être à l'aise à l'écrit, mais quand on l'est suffisamment, on peut faire des intonations, on peut faire plein de choses aussi par l'écrit et faut pas le voir comme du sous-roleplay. Je trouve que c'est très fort aussi. Je pense que l'écrit, c'est une des meilleures entrées en matière dans l'univers du roleplay. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui va pousser quelqu'un à ne pas jouer à du roleplay, enfin à pas faire de roleplay? C'est très très souvent le ouais, mais ça m'engage trop. C'est-à-dire, je vais devoir me mettre en valeur, faire du théâtre devant des gens. C'est un peu bizarre. Déjà, tu demandes à certaines personnes, et je cite personne de la team, de mimer devant d'autres personnes, c'est compliqué, tu vois. Alors faire du jeu de rôle, c'est prendre une... Pour beaucoup, c'est se déguiser déjà autour d'une table. Pour d'autres, ça va être faire un accent particulier. Et en fait, c'est des idées reçues qui font que le jeu de rôle, il souffre un petit peu de tout ça. Et le jeu de rôle textuel, ce qui est génial, c'est que ce soit asynchrone ou synchrone, parce que Alice is Missing se joue de façon synchrone et c'est génial comme expérience. Et c'est un jeu de rôle textuel avec un petit peu de fioriture, mais c'est un jeu de rôle textuel. L'avantage du jeu de rôle textuel, c'est que on a le droit de jouer des personnages qu'on ne pourrait pas jouer autour d'une table. Je prends toujours l'exemple de tu veux jouer ce personnage qui est ultra dark, qui est quasi dépressif, qui jouer ça autour d'une table, c'est hyper compliqué. Alors il va falloir être avec des très 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 bons joueurs, même jouer des romances, jouer des amours entre deux personnages joueurs autour d'une table, ça paraît bizarre. Surtout si tu dragues le mec de ta pote, enfin c'est un peu bizarre. Là où en jeu de rôle textuel, on est beaucoup plus détaché de son personnage et donc on peut rentrer beaucoup plus dans l'émotionnel de son personnage et aller beaucoup plus loin dans ce sujet. Alors il y a la barrière de l'accessibilité qui est brisée, mais il y a aussi ce côté où c'est un jeu de rôle différent parce que tu peux jouer ton personnage d'une façon bien plus profonde en fait par rapport à ce que tu pourrais faire autour d'une table où tout va être souvent tourné en dérision, va être sujet à rire et tout ça. Ouais, du coup, en fait, c'est un peu à la manière des forums RP de l'époque, de la grande époque, je dirais, où en fait, tu vas faire un peu de parasocial, tu vas parler du comportement de ton personnage, de sa manière de penser, de tout ce que tu ne traduis pas au final en jeu de rôle, effectivement, où tu vas le traduire de manière comportementale en jeu de rôle. Que là tu peux aller développer effectivement, c'est plutôt intéressant dans le sens où même à la limite tu pourrais jouer et développer un même personnage et un même aspect de ce personnage entre plusieurs personnes, entre plusieurs joueurs en fait. Bien sûr. Et tu peux jouer plusieurs personnages facilement, c'est une autre dimension. Et je rebondis justement sur ce que je disais, de façon synchrone ou asynchrone. Essayez le jeu de rôle textuel en synchronisé, donc comme si vous étiez autour d'une table. Bon, bien évidemment, invitez pas vos potes pour vous mettre sur vos téléphones autour de votre table, c'est un peu bizarre de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on a fait l'expérience... Il y en a qui le font. Et la preuve en est avec Alice is Missing. Hein. Nous, on a fait Alice is Missing, on était tous autour d'une table, c'était le silence bizarre autour de la table, mais ça fonctionne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on avait testé justement j'animais un jeu de rôle sur... alors, on n'était pas en live sur Twitch, on était sur Discord, et j'animais un jeu de rôle textuel en live, du coup. Et ben, c'était une expérience qui était géniale pour plein de raisons, parce que déjà, c'est un univers différent, c'est-à-dire que le streamer est beaucoup plus mis en valeur parce que il va conter l'histoire à ses viewers. Il va conter l'histoire, il va créer l'histoire avec ses viewers parce qu'il y a le temps en fait, le temps que on était 4 joueurs je crois et moi en tant que MJ.
Et ce qui se passait, c'est que on jouait en live sur un scénario contemporain. C'était une équipe de braqueurs bizarrement très peu professionnels qui étaient envoyés dans un manoir pour éliminer quelqu'un ou faire quelque chose, façon Hitman. Et et du coup, bah, mes joueurs jouaient cette équipe de braqueurs bracassés et et moi j'animais, et en fait ce que ça me permettait, le jeu de rôle textuel, bon bah déjà c'était de narrer tout ce qui se passait, de rigoler en temps réel avec les viewers sur ce que les joueurs et les décisions qu'ils prenaient, en les tournant en dérision ou en commentant. Enfin c'était un petit peu un react. Mais ce qui était intéressant derrière, c'est que le fait de jouer en textuel, ça me permettait de faire interpréter à mes viewers les PNJ. Et j'attendais les réponses des viewers pour me dire, ok, qu'est-ce qu'il dit ce PNJ? Ok, là le joueur il a fait un 18, qu'est-ce qu'on fait? Et ce genre de choses, mine de rien, avec le roleplay classique, en live en tout cas, n'est pas possible. Enfin, c'est beaucoup plus complexe en tout cas. Là où le jeu de rôle textuel le permet. Mais c'est vrai que ça demande un travail d'animation du maître du jeu qui est bien différent. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, du coup, parce que donc j'avais fait ça par forum, et puis j'ai fait aussi un petit peu sur Minimal Roleplay quand même, c'est aussi que l'écrit rend impossible un parasitage que moi je déteste, c'est le HRP. Mmh. Et que, en fait, avec l'écrit, alors Minimal Roleplay, il y a un espace dédié s'il y a besoin de parler HRP, ça c'est du coup c'est très confortable. Mais de toute façon, voilà, en fait, quand tu vas lire un message qui a été écrit par quelqu'un il y a 2 heures, tu vas pas écrire juste, un calembour comme tu le fais, en rebondissant, à l'oral. Et quand tu as tu es un peu, on va dire, un peu en retard sur la conversation et que tu lis, ou alors que ton personnage n'est pas concerné, tu lis un échange entre 2 autres persos, il y a un truc qui est hyper prenant parce que justement là, tu es vraiment dans l'univers uniquement, il y a rien qui coupe de ça. Et je trouve que c'est une vraie richesse. En fait, finalement, ça le rend impossible, et pour moi, c'est très bien parce que ça, on va dire, rend impossible un truc que j'aime pas. Donc tant mieux. Et est-ce que au final, le fait que de base tu sois moins dans quelque chose qui va être immersif parce que tu es face à ton écran, tu es face à un texte qui t'est envoyé dans lequel tu dois te plonger, est-ce que, à la manière d'un lecteur qui lui est quand il lit un livre, est un spectateur actif par rapport à une personne qui va regarder un film qui est un spectateur passif, puisque du coup il reçoit l'information, est-ce que le fait que tu sois face à quelque chose de très, très brut, au final, seulement du texte, ne te pousse pas toi-même à faire l'effort d'immersion dans ton esprit, dans ton théâtre de l'esprit, quelque part, pour rentrer dans cette aventure, là où autour de la table, comme c'est le rôle du MJ, t'es un peu plus passif sur la création de cette immersion. Et donc au final, tu peux te permettre de sortir des digressions parce que bah, je sais que le MJ il va me ramener dedans, en fait, quelque part. Tu vois? Alors, si je peux répondre déjà, je pense qu'il faut scinder deux types de jeux, deux types de joueurs dans le monde du jeu de rôle textuel. Tu vas avoir effectivement les roleplays à l'ancienne façon forum. Moi, j'ai du mal à comprendre ce jeu de rôle. Le vrai play by post, c'est des posts qui font 45 lignes sur des forums qui ont l'air d'être auto-contextualisés. En fait, tout le monde est je maîtrise pas très bien, mais j'ai l'impression que chacun est son propre MJ et que tout le monde fait un petit peu un cadavre exquis de toute une aventure. Oui, tout à fait. Moi, pour l'expérience MRP qu'on a, on voit beaucoup plus de jeux de rôle classiques où tu gardes le MJ, tu gardes les joueurs et chaque joueur répond comme son personnage en fait. C'est beaucoup plus du tac au tac. Tu disais tout à l'heure que toi justement c'était pas ça que t'aimais bien dans le jeu de rôle textuel, mais on a beaucoup de joueurs qui jouent à des jeux de rôle textuels comme ils jouent à un jeu de rôle en vocal. Sauf que bien évidemment, ça permet d'aller un poil plus loin parce que tu vas décrire plus précisément. Quand tu dis mon personnage cligne de l'œil autour d'une table, tu vas voilà. mais sur un jeu de rôle textuel, tu vas pouvoir potentiellement amener un chemin de pensée. J'essaye d'attraper l'attention de la personne en face de moi en clignant de l'œil et en insistant un petit peu. Voilà, tu vas essayer de détailler un petit peu. Mais beaucoup de personnes font juste des petits messages et ça s'enchaîne bien parce qu'ils jouent régulièrement. On a des joueurs qui envoient, bon, c'est notre plus grosse table, ça envoie 5000 messages par jour pour vous dire ça tabasse.
Non, il y a des stats affolantes sur certaines tables de jeu. Mais effectivement, après, t'as ceux qui jouent à des jeux de rôle beaucoup plus épistolaires où ça s'envoie des grosses lettres et en fait, ça se joue par grosses lettres. Mais c'est plus dans la construction d'un univers, tu vois. Et là, le MJ est plutôt discutable. Ok. Ok. Ah, c'est hyper intéressant parce que j'avais pas du tout cette nuance. Moi, je l'avais vraiment toujours pensé sur la synchrone. Mais du coup, moi, ce que j'avais aimé du coup sur mon expérience minimal roleplay, c'est que moi, je vis en région parisienne, donc j'ai du transport en commun. Et donc, en fait, pouvoir démarrer ta matinée, démarrer ta journée en faisant du jeu de rôle, au lieu de doom scroller tes réseaux ou machin, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça me met de bonne humeur pour débuter la journée. Je pouvais jouer c'est tous très les bien. jours, quoi. Mais il y a énormément de gens qui combinent un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'ils envoient un message par jour ou 2 messages par jour sur une partie, mais ces messages, ça peut être un oui ou un non, en fait. C'est pas grave, mais en fait, ils cumulent les parties. Alors, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire ça, à me mettre sur plein de parties en même temps et à jouer, mais on a plein de membres qui jouent comme ça et ils adorent, en fait. En fait, je pense que le jeu de rôle, c'est pas une façon de jouer, c'est chacun doit trouver sa façon et il y aura des gens qui vont être à fond dans le textuel, il y en a qui vont pas du tout aimer, qui vont pas réussir à se mettre dedans, tout comme il y en a qui adorent lire et d'autres qui préfèrent regarder des films Ouais. ou Mm. faire du théâtre. Enfin, voilà, c'est plusieurs arts différents qui peuvent être combinés ou pas et Mais chacun comme doit il y a trouver des ça. personnes qui préfèrent le jeu de rôle solo et d'autres qui préfèrent le jeu de rôle en groupe, enfin de toute façon, effectivement, il y a une telle richesse dans les propositions en termes de jeu de rôle qu'on a aujourd'hui que évidemment il y a et il y aura toujours des diversités et des gens qui vont aimer tel type de jeu de rôle et pas Ouais. tel autre type. Donc ça va toujours apporter de la diversité, quoi. Et du coup, pour juste finir sur l'expérience du métro, en fait, du coup, le moment où je voyais qu'il y avait des gens qui étaient connectés en même temps que moi dans la partie d'autres joueurs, et ben il y avait un espèce de truc de comme si quand j'étais gamin en province, des fois je prenais le bus pour aller au lycée. Des fois, il y avait un pote qui me montait dans le bus à l'arrêt d'après, et du coup, on faisait le trajet ensemble et c'était pas prévu. Et là, du coup, j'ai exactement ce même sentiment de faire t'es là toi aussi. Et ça, c'était hyper chouette. Et du coup, pour enchaîner justement, Goldie, c'est magnifique. Tu as pré-shot la suite dans ces 1001 façons de jouer, puisque je voulais parler de jeux solo, justement. Parce que, alors, en plus, oh là là, j'ai bien préparé, parce que ça existe aussi chez Minimal Roleplay, en particulier. Le dernier mode de jeu. Alors, moi, mon témoignage va être très léger parce que j'en ai jamais fait. Voilà, c'est les seuls jeux que j'avais pu sortir. J'ai 2 jeux que j'ai achetés à Octogone cette année pour enfin me mettre au jeu solo. Je vais enfin tenir ma promesse à Lisa de Imagine ton aventure. Je lui avais dit que j'y jouais avant la fin de l'année. On est le 6 novembre, c'est bon. Il reste encore du temps. Ça, c'est intéressant. Du coup, j'ai pas mal regardé ce qui existait. Donc, du coup, côté bouquin, il y a plein de choses. Le premier jeu solo, en fait, c'est les livres dont vous êtes le héros, hein, évidemment. Après, est-ce que c'est un jeu de rôle? C'est compliqué quand on est juste dans faire des choix, mais je pense que ça rentre quand même dans la catégorie. Il y a des jeux papier qui sont dédiés au solo et après, il y a des gens qui font du solo sur des jeux de rôle pas construits pour ça. Donc là, déjà, dans le jeu solo, on a plein de façons de jouer. Alors justement, je vais commencer tout de suite par te demander, Éludé, sur Minimal Roleplay, je l'ai pas testé, comment ça marche cette partie un peu solo? Ouais. Alors, je pense que ça fera beaucoup plus écho aux gens qui connaissent les livres dont vous êtes le héros, parce que ça fonctionne exactement de la même manière. On a quand même Lisa, notamment, qui utilise énormément Minimal Roleplay en live pour faire ses jeux de rôle solo. Mais elle va pas utiliser Minimal Adventure. Minimal Adventure, c'est la partie solo, enfin que nous on appelle jeu solo. Donc techniquement, je pense que ceux qui s'attendent à faire du jeu de rôle solo vont être déçus de ce mode de jeu sur Minimal Roleplay. Parce que vraiment, nous, quand on l'a créé, on s'est dit, à la base, ça part d'un tutoriel. On doit faire un tutoriel pour Minimal Roleplay.
qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va faire, sachant qu'à l'époque, il y avait que le jeu de rôle textuel. Donc, on s'est dit, bah, on va automatiser une partie de jeu de rôle textuel en prévoyant des choix pour l'utilisateur pour lui faire comprendre comment ça fonctionne, Minimal Roleplay. Envoyer un message, envoyer une action, envoyer un lancer de dés, enfin, voilà. Et en fait, on a fait ce mode de jeu solo à partir de ce tutoriel. On s'est dit, bon, bah, pourquoi pas le démocratiser sur Minimal Roleplay, en créer un éditeur et permettre aux gens de créer leur propre jeu de rôle solo, enfin, leur aventure dont vous êtes le héros, pour que les autres puissent les jouer, avoir des succès de complétion et tout un tas de choses qu'on retrouve dans le jeu vidéo. Et je sais plus où je voulais en venir, mais effectivement, ouais, Minimal Adventure va servir à faire du jeu de rôle solo. Alors, quand on l'a créé, on s'est dit, il faut qu'on puisse faire exactement ce qu'on peut faire dans Baldur's Gate 3, savoir des dialogues où il y a du ping-pong entre le narrateur et le joueur. Et en fait, quand on a créé l'éditeur de Minimal Adventure pour créer ces aventures dont vous êtes le héros, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse intégrer les dialogues de Baldur's Gate. Donc c'est comme ça que ça a été créé à la base. Donc on peut mettre des dialogues de Baldur's Gate, c'est très long, c'est très fastidieux comme expérience, mais ça se fait. Mais voilà, je digresse un petit peu, mais en tout cas, voilà, l'éditeur de Minimal Adventure permet de faire du jeu de rôle dont vous êtes le héros. Tu as une fiche de personnage, tu as des choix à faire, des lancers de dés à faire, tout comme dans un jeu de rôle. Mais effectivement, ton seul jeu de rôle, ça va être de faire des choix qui sont préécrits. Donc ce n'est pas de l'interprétation de personnages, c'est plus un livre dont vous êtes le héros. Ça se compare à ça, clairement. Et du coup, comme vous avez l'outil de création, il y a des gens qui qui proposent, et il y a un catalogue d'aventures solo, on va dire, qui se construit? Ouais. On a tenté, de toute façon, comme tout, hein, je vous l'ai dit dès le début, le but c'est que chacun puisse créer sans avoir de connaissances particulières. Et en fait, on a créé un éditeur de jeux vidéo, tout simplement, hein, qui permet de faire des aventures dont vous êtes le héros. Et cet éditeur, il se prend en main très facilement. Ça permet d'aller très loin si tu veux faire des trucs très compliqués. Il y a des patterns aujourd'hui que les gens ont imaginés pour pouvoir faire des trucs de fou. Mais la base, c'est juste créer des blocs avec des PNJ qui vont parler, des réponses que l'utilisateur peut choisir, et en fonction de ces réponses, t'envoies vers un autre bloc, et c'est un arbre comme ça qui se crée, avec une fiche de personnage si tu veux faire varier les réponses, tu veux faire des conditions particulières, et tout ça, ça fait que tu peux faire des aventures assez complètes. Il y a des gens qui font des trucs de fous dans la communauté. En fait, c'est là qu'on se rend compte que les gens sont un peu fous furieux, c'est que tu te rends compte que toi, t'avais pensé le truc pour qu'il y ait 100 blocs sur une map, et là, il y a quelqu'un qui vient te dire « Ouais, mon truc, il rame !» Il te balance ton aventure, ça fait 1000 blocs le truc, il y a 15 chapitres, tu fais ouais, ok, d'accord, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Pourquoi il rame. Ouais, c'est ça. Et après, t'en viens à te dire, bon, il faut qu'on refasse tout, parce qu'en fait, les gens, ils sont hyper investis, ils sont hyper passionnés, et c'est trop bien. C'est trop bien qu'on te casse ton système parce que le gars ou la nana, elle est trop investie. J'imagine que c'est une motivation pour vous de se dire, il y a quelqu'un qui est allé aussi loin. Ouais, mais ça montre que justement, votre défi que vous vous mettez à tous les niveaux, c'est l'accessibilité. Si quelqu'un a pu aller aussi loin, ça veut dire que c'est pas une usine à gaz, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça peut le devenir comme tout, hein. Nous, on a des éditeurs aujourd'hui qui se veulent simples à la prise en main. Mais si t'as décidé que ça devait faire des trucs compliqués, ça pourra y venir. Mais on veut vraiment que le prix d'entrée, ça soit ridicule, que t'aies pas besoin que tu puisses très rapidement avoir un résultat. Il n'y a rien de plus frustrant que de te mettre dans un éditeur. Tu prends les éditeurs de jeux vidéo, les Unreal Engine, les Unity et tout ça. Si tu connais que dalle au truc, tu vas patauger comme un fou furieux si tu te mets là-dessus. Alors que nous, on a vraiment envie que tu puisses te faire ta première aventure, même si c'est un pauvre truc où tu mets 2 choix et t'as fini le jeu, qu'au moins tu puisses tester rapidement et que tu te dises ok, j'ai un résultat, c'est plutôt cool, et le lendemain tu te remets dessus et t'essayes de développer un peu plus, quoi. Et puis pour continuer un peu sur le solo, justement, on est aujourd'hui, je trouve, dans une période très chouette où il y a plein de gens qui créent, et on a plein de gens qui nous créent des aides de jeu pour 1001 choses. Et justement, pour le solo, je pense à Lisa qui fait des decks d'événements. On a aussi le scénariogien qui fait des decks pour construire ton scénar et tout ça. Et je pense que justement, pour les gens qui voudraient se mettre à l'activité solo, ça vaut le coup de regarder
toutes ces petites aides de jeu hyper malines que plein de gens créent, plein de gens mettent à disposition. C'est là où vraiment le jeu de rôle prend l'aspect communautaire qui est hyper chouette. C'est qu'il y a plein de choses qui peuvent t'aider à jouer dans un nouveau format ou même à composer la façon de jouer qui va te plaire. Ça, c'est un vrai luxe qu'on a aujourd'hui, qu'il n'y avait pas quand j'ai démarré il y a 20 ans. Mhm. Et pour continuer sur du solo, justement, il y a des super jeux de société, enfin si on peut appeler ça des jeux de société, qui existent aussi pour... C'est plus ou moins du jeu de rôle solo, mais je pense à Dice Stories par exemple, qui tu lances 3D, t'as 3 icônes et tu dois raconter une histoire sur ce truc-là, enfin sur cette thématique. Et moi je sais que bon bah là ma fille est encore un peu petite pour ça, mais clairement bah les histoires que je vais lui raconter, et ça sera un bon travail aussi pour moi d'inspiration, c'est que je vais lancer 3D et puis on créera une histoire autour de ça. Ça, c'est un petit peu le même délire en fait, et je trouve ça génial. Donc il y a pas vraiment besoin de grand chose pour faire du roleplay finalement. C'est Dice Stories, c'est ça dont t'as parlé? Je crois que ça s'appelle comme ça, ouais. Non, Cube Story plutôt, je crois. Cube Story. Cube Story, oui, il me semble. Des fois, il y a des membres qui nous disent oui, mais comment vous allez faire? Parce qu'on a annoncé des grosses fonctionnalités, des choses qui sont très complexes, mine de rien. Comment vous allez faire pour faire en sorte que on puisse intégrer tel truc sans que ça soit le bordel? Nous, c'est simple, quand on développe et qu'on crée des fonctionnalités, qu'on les design, on va toujours se placer dans la tête du casual. Si une personne qui est novice voit une chose qui est trop compliquée, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne formule encore. Et donc, on va travailler encore et encore jusqu'à ce que les fonctionnalités pro... Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à ce que l'ergonomie finale du produit et de la fonctionnalité soit relativement bien planquée, mais qu'elle soit là au bon moment ou au bon endroit quand la personne la cherche et qu'elle en a besoin. Mais le but, c'est vraiment pas de faire une démonstration de toutes les fonctionnalités dès que tu arrives sur ton plateau de jeu avec des menus en veux-tu en voilà. Non, le but, c'est vraiment de cacher les choses de sorte à ce qu'elles soient au bon endroit au bon moment sans que ça t'aies besoin de passer 3 heures à comprendre chaque bouton de l'interface, quoi. Et du coup, sur ça, de ton point de vue de dev, dans un peu les fonctionnalités que vous avez prévues, c'est quoi celle qui, toi, te fait le plus peur de développer techniquement? Tu parles en termes de complexité de dev ou en termes de complexité à intégrer en ergonomie? Complexité de dev, justement. Dans ce que... Alors fais gaffe parce que du coup ce que tu diras pourra être retenu contre toi par les gens qui écouteront ça et qui pourront pousser pour avoir cette fonctionnalité en premier. Ce qui était le plus dur, c'est déjà derrière nous, honnêtement. On a déjà fait tout ce qui est algo de simulation 3D, tout ça. Ça, c'est très complexe pour que ça soit relativement bien fait et optimisé. On a encore beaucoup de travail sur ça. Ce qui va arriver, qui va être dur, honnêtement, pas tant de trucs que ça. Minima Sheets 2, je pense, la refonte des fiches de personnage, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués parce qu'on a beaucoup d'ambition sur le sujet. Et comme on touche à de l'ultra personnalisation, le but c'est que chaque champ de la fiche de personnage puisse avoir un style particulier qui est déformable à volonté. Par exemple, tu vas pouvoir sur le screenshot de base de Minima Sheets 2, tu as une fiche Donjons et Dragons qui est interprétée telle qu'elle pourra être faite dans Minimal Roleplay. C'est-à-dire que c'est pas du pipeau, ça sera ça, et quand tu vas la mettre en responsive, donc format téléphone, ça s'adaptera nickel, il y aura rien de déformé, on a vraiment une bonne technologie pour ça. Ça va être compliqué. Après, non, je pense que les développements les plus compliqués sont derrière nous. Je sais pas si Swarties est dans le chat parce que justement c'est Lucas, notre troisième associé. Il était là à un moment en tout cas. Et lui a peut-être d'autres idées que j'imagine pas là pour le moment, mais j'ai l'impression que tout ce qui est vraiment très très compliqué est déjà déjà derrière nous en fait. Et justement, tout ça sur le fait de faire compliqué pour permettre aux gens d'avoir du simple, ça va me faire passer sur encore un autre sujet. Décidément, vous me donnez les transitions, c'est parfait pour moi. Sur justement une des nouvelles façons de jouer, relativement nouvelle mais très populaire finalement, c'est le jeu par Virtual Tabletop. Et moi, je le fais par nécessité, puisque j'ai notamment des joueurs qui sont en Turquie. Donc évidemment, on peut jouer que comme ça. Au-delà du fait que, on perd un truc par la distance,
je trouve que jusqu'à présent, et pour le coup, moi, j'ai objectivement beaucoup d'espoir et d'envie avec ce que vous préparez. Objectivement, il n'y a pas un seul VTT qui n'est pas une usine à gaz, au sens où tous ont voulu mettre énormément de choses, mais non pas ce truc que vous avez dans votre philosophie de dire s'il y a quelqu'un qui veut juste la base, il a juste la base. Les gens qui adorent Foundry, par exemple, sont les gens qui font des trucs de dingue avec. Eux, clairement, ils aiment les usines à gaz, hein, les gens qui aiment Foundry. Hein. Voilà. Mais moi, si je veux juste avoir une petite carte simple et 4 tokens, en fait, Foundry me met plein de trucs sous les yeux qui vont me saouler. Roll20 a une navigation qui est catastrophique. De zoom, dézoom, je sais même pas comment ils ont pu faire un truc aussi moche. La navigation dans les assets, c'est n'importe quoi aussi. Et chez vous, voilà, pour quand même, j'ai testé ce qui existe aujourd'hui. Juste le créateur de tokens intégré. J'ai fait oh oui, c'est magnifique. J'ai pas besoin moi d'ouvrir Photoshop, de faire tous mes PNG ronds. Alors quand je le fais dans Photoshop, je peux faire des trucs vachement plus poussés, mais je m'en fous pour faire des tokens de gobelins qui vont. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah bah il y a une philosophie de c'est bon, on l'a évoqué. Déjà le MJ, il a du boulot de préparation du jeu en lui-même. Si en plus tu te rajoutes le boulot de configuration du VTT, ça peut déprimer. Et si vous faites sauter ça, je trouve que c'est un grand plus, quoi. Je pense que, comme tu dis, c'est une philosophie de développement. Honnêtement, tous les autres VTT sont beaucoup plus vieux que nous. Ils sont beaucoup plus puissants si on parle en termes de fonctionnalité, ça c'est sûr. Mais en fait, c'est juste qu'on prend le problème différemment. C'est-à-dire que eux, ils se sont dit, ok, le jeu de rôle c'est compliqué, donc il faut un outil compliqué en face. C'est un peu ce délire-là. C'est se dire, ok, il faut absolument que tout puisse être géré, tout ce qu'on peut faire dans D&D, il faut que ça puisse être géré, et donc pour pouvoir gérer quelque chose de compliqué, il faut un outil compliqué. Et nous, on se positionne pas, et on n'a pas envie de parler de Minimal Roleplay comme un outil en fait. On veut parler de Minimal Roleplay comme un jeu. Pour nous, c'est un jeu. Ça doit être un jeu, que ce soit pour le maître du jeu ou pour le joueur. Et c'est pour ça que notre philosophie de nous, c'est pas de développer un outil, un énième outil. Il y a nos concurrents. Moi, si quelqu'un cherche quelque chose d'over compliqué où il a 15 milliards d'outils machin, je vais le rediriger vers Foundry ou Let's Roll ou enfin je sais pas lequel parce que je les connais pas plus que ça, mais en tout cas c'est pas notre façon de faire. Nous, on est là pour jouer. Le but premier, c'est de jouer. Donc, il faut que chacun soit dans un environnement qui inspire le jeu. Donc, c'est très peu de menus, des actions qui sont simplifiées, où tu as très peu de boutons finalement. Et quand tu fais quelque chose, ça s'affiche directement. Il n'y a pas de navigation forcée ou de choses. Déjà, le problème est que Minimal Roleplay, c'est aussi disponible sur mobile. Donc déjà, ça t'enlève énormément de navigation possible. Tu peux pas faire apparaître 25 menus sur mobile, sinon c'est injouable. Et à partir de là, ça nous fait une façon de développer, une façon de créer notre VTT qui est bien différente de nos concurrents qui, eux, veulent la performance pure, la fonctionnalité pure, aller très très loin dans l'automatisation des choses, vers un truc où nous, on essaye de potentiellement simplifier et petit à petit rajouter tranquillement des fonctionnalités sans faire des gros push de fonctionnalités qui viendraient potentiellement parasiter l'interface utilisateur de Minimal Roleplay. Et après, oui, effectivement, c'est une philosophie qui est différente. Si tu regardes, en fait, ils sont... Effectivement, comme tu dis, c'est devenu des usines à gaz et ils se sont compliqués la tâche. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils se sont dit, ok, on veut avoir le catalogue de jeux de rôle disponible le plus vaste possible. On veut mettre toutes les fiches de perso possibles et imaginables. Et en fait, ce qui fait que dès le début, quand tu l'ouvres, c'est une montagne de paramétrage parce que tu dois sélectionner le jeu dans lequel tu veux jouer, dans quelle version, avec quel supplément, etc. Et donc, l'ultra spécificité qu'ils ont développé crée la difficulté derrière, quoi. C'est sûr. Et nous, on a toujours parti du principe que moi, très honnêtement, jusqu'à récemment, je me disais mais pourquoi ils parlent de système de jeu ? C'est quoi ce truc de système de jeu ? Pour moi, c'est juste
3 règles sur comment lancer ton dé, et c'est tout, en fait, et une fiche de personnage. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, mais attends, mais pourquoi il parle de système de jeu, en fait? Bon, moi, tu fais une fiche de personnage, tu peux complètement faire un truc ultra générique, et derrière, quand t'es sur ton plateau, tu dis juste à tes joueurs, bon, bah, sur ce jeu de rôle, vous lancez des D20, et sur celui-là, vous lancez des D100, quoi. Et c'est tout. C'est pour ça que moi je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ils intègrent des systèmes de jeu? C'est bizarre, autant laisser un truc générique et chaque joueur dit en début de partie, on lance des D20 ou on lance des D100. Et après, bah, c'est Oui. le MJ qui dit, t'as réussi ou t'as pas réussi. Et en fait, moi, c'était simple comme ça le jeu de rôle. Et après, j'ai vu Foundry ce qu'ils font, je me suis dit, mais what the fuck, pourquoi ils font tout ça? C'est hyper compliqué. Et oui, je comprends l'automatisation des lancers de sorts, des fiches de personnages qui sont reliées dans tous les sens. On y viendra avec MRP. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour rendre le jeu de rôle plus accessible? Je suis pas sûr. Et même les experts aujourd'hui, on a des mecs, des ultras, parce qu'il y a notre concurrent qui a fermé ses portes, concurrent du jeu de rôle textuel qui a fermé ses portes. Et du coup, il y a des ultras de cette communauté qui sont arrivés chez nous et ils nous disaient, ouais, nous, on a besoin de faire des macros de fous furieux avec des ifs dans tous les sens. Que quand tu appuies sur un bouton, ça te fait un message comme ça avec bah finalement ils n'ont pas forcément trop eu besoin parce qu'on nous le demande plus. mais on a développé des fonctionnalités pour ces gens-là, tu vois, mais en fait c'est juste que les concurrents, je pense, nous ont imposé des standards de complexité, et quand on arrive chez MRP, on nous demande cette complexité. C'est comme si les gens ils étaient un petit peu addicts à cette complexité et ils se disent ouais mais il faut que je fasse des trucs complexes, et nous on leur dit bah non, t'as pas besoin, t'inquiète, jouer à un jeu de rôle c'est facile, tu parles juste en tant que ton personnage et c'est tout. Et en fait, il y a pas mal de gens qui reviennent un petit peu à ce minimalisme, mais on doit pas quand même oublier les anciens qui veulent faire des trucs compliqués. Donc ça viendra avec le temps. Quand je vois que quand on utilise Roll20 pour jouer à Monster of the Week, ils automatisent un jet de dés qui est 2d6 plus une Ça sert à stat. rien. Tu te dis, bon, ça va, niveau calcul mental, ça fonctionne. Et moi, j'en ai parlé du coup avec la personne chez l'éditeur américain Evil Hat qui fait le portage de leur jeu sur Roll20. C'est quelqu'un qui code du JavaScript Ouais. pour faire les systèmes. Donc, Ça m'étonne pas. forcément, il fait un système par an à peu près qu'il ajoute, Ouais. ce qui est bien loin de ce qu'ils éditent. Et je trouve que vous avez une approche, notamment aussi dans les projets, puisque j'ai le Kickstarter sous les yeux. Bah, déjà, vous avez le principe d'avoir des étages avec des passages qui font passer automatiquement les joueurs d'une map à une autre. Ouais. Bah, ça fait que le MJ, il a pas à gérer ça. Bien sûr. Il y a des triggers et des effets qui se déclenchent. Bah, tout ça, c'est des trucs qui sont plus importants que finalement, est-ce que quand tu cliques sur ta fiche, il va lancer automatiquement un D20 plus ta stat, quoi. Parce D'un que c'est point de vue, focus sur le gameplay en fait. C'est ouais, c'est focus ça. sur le jeu. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est l'approche. Nous, on peut un peu comparer ça avec quand nous, on fait de l'actual play, on le fait en distanciel et on a un truc qui nous manque par rapport aux gens qui le font autour d'un plateau, et finalement, avec Goldie, on l'a compensé pas mal, par, la musique, par ce qu'on propose, visuellement, par, tout ça. En fait, c'est ça qui va, rendre notre actual play, plus intéressant, et c'est pas d'afficher, nos jets de dés, à l'écran pour les viewers. Bah, là, c'est un peu la même chose. En fait, c'est pas de renforcer la colonne, c'est de mettre un beau vernis et tout ça qui va dire aux gens: «OK, je joue à distance, donc je perds peut-être un truc quand je suis autour de la table, mais par contre, j'ai des trucs en plus, parce que j'ai des choses qui se déclenchent, j'ai des trucs qui sont automatisés, et c'est les bonnes choses qui sont automatisées». Ouais. Parce qu'en fait, Mais moi, on quand l'a je fait joue au en début, virtuel, je on a continue à cherché lancer mes dés, hein. on a cherché la bonne formule au début. On n'avait pas Ouais. forcément ça, hein. Tu vois, les dés sur la première saison, moi je les affichais, je les mettais. Jusqu'à Mmh. ce que je me rende compte, bon, en réalité, ça sert à rien. À la limite, on va juste laisser les personnes annoncer le jet de dés qu'ils ont fait pour dire si c'est réussi ou si c'est échoué. Et c'est tout. Derrière, on avance avec ça. Et effectivement, tu mets un peu plus d'emphase sur l'immersion plutôt que sur le système. Oui. Parce que c'est ça avant tout le but du jeu de rôle. En tout cas, pour nous. Même s'il y a des gens effectivement qui Mmh. jouent pour l'aspect justement règle, et je pense qu'effectivement il y a des gens qui doivent jouer à Donjons et Dragons pour l'aspect stratégique et tactique, ce que je peux comprendre, mais c'est peut-être moins le but aussi de notre côté, quoi. Après, je pense que voilà, moi, notre idée avec Minimal Roleplay, c'est de permettre à tout le monde de faire ce qu'il veut. Mon but, c'est pas de faire en sorte que un jeu de rôle, quand il doit arriver sur Minimal Roleplay, ça mette 1 an. C'est
impensable dans ma tête, je me dis. Et c'est pour ça, tu vois, tu disais ça tout à l'heure que les mecs ils développent et tout. Ça, on était au courant, il y a pas de souci. Mais moi, quand on a fait Octogone l'an dernier, du coup, 2024, et c'est marrant parce qu'on allait voir des éditeurs, on leur disait ouais, vous pouvez mettre votre système de jeu, votre système de jeu sur Minimal Roleplay. Et ils nous disaient ouais, mais combien ça va me coûter, machin. Je dis ben ça va te coûter 30 minutes de ton temps. En fait, c'était impensable. Les gens pour eux, le VTT c'est un investissement. Il faut investir, acheter une prestation pour avoir ton jeu de rôle dans un VTT. Nous on disait mais pourquoi ils nous demandent ça? Il faut qu'on vende une presta? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Et en fait, parce que dans notre tête, pour nous, c'était 30 minutes de ton temps, tu mets ton jeu de rôle sur Minimal Roleplay, tu crées ta fiche de personnage, tu crées limite un petit scénario pour le faire découvrir, où tu mets tes règles dedans et tu fais... et puis voilà, et c'est parti. Et c'est ça qui est fou, en fait, c'est que, en fait, on a conditionné les gens à ce que les VTT soient des expériences complexes, et du coup, les gens veulent des expériences... Enfin, s'attendent à avoir des expériences complexes. Ouais. Oui. Et c'est pour ça, Mais quand on arrive sur Minimal Roleplay, on veut vraiment se dire, non, chez Minimal Roleplay, c'est le jeu avant tout, et la config, tu vois ça vite fait en intercession, tu fais ton petit truc, et puis ça suffit, quoi. Ce qui me fait penser que j'ai toujours pas rajouté Slasher sur Minimal Roleplay, il faut que je le fasse. Je pense qu'il y a trop de gens, à la fois dans les gens qui créent les outils, mais aussi dans les gens qui s'en servent, qui voient les VTT comme un palliatif au fait de ne pas pouvoir être autour de la table, au lieu de le penser comme une autre expérience de jeu. Oui. Et justement, à ce propos, sachez que en ce qui concerne la table de jeu virtuelle de Minimal Roleplay, nous, on l'a créée pour de l'IRL. On ne joue pas en ligne, on crée notre table de jeu virtuelle parce qu'on en a besoin autour d'une table. Parce que, très honnêtement, autour d'une table, nous, on fait que du jeu de rôle autour d'une table, on en fait très peu en ligne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que autour d'une table, qu'est-ce qu'il y a? On a notre battle map au milieu, parce qu'on fait du D&D, et le MJ prend toutes les 30, allez, toutes les heures, va prendre peut-être 10 minutes pour décider tout son bordel là. Et en fait, c'est hyper pénible. Et en plus, le résultat est pas très beau, pas très quali. Donc nous, on a créé Minimal Boards à la base. On s'est dit, on était en train de marcher dans le quartier avec Lucas sur une pause. J'ai fait... ça serait bien quand même une petite table du virtuel là sur Minimal Roleplay et en plus on pourrait l'utiliser autour d'une table et tout sans que comme ça on prépare tout et derrière quand tu joues avec tes joueurs chacun est sur son téléphone donc il y a pas de cassage de dos machin juste pour déplacer son token tu vois et après tu te focuses sur le roleplay autour de ça, mais en tout cas ta carte sur bon c'est très sympa hein, d'avoir une carte. Bon, on mettra une télé sur la table avec Minimal Boards et en fait tu déplaceras tes tokens dessus. Mais en fait le but c'est que vraiment on enlève toutes ces parties chiantes du jeu de rôle qui te cassent l'immersion pour amener des outils beaucoup plus simples et qui sont assez agréables. Et comme je te disais, Minimal Boards, le but c'est que, enfin le plateau de jeu virtuel de Minimal Roleplay, le but c'est que ce soit le plus simple possible pour que tu puisses y jouer sur ton téléphone, que le toucher soit bon, que tu sois pas emmerdé toutes les 2 secondes. Attends, j'ai cliqué sur un truc, fallait pas que je clique. Enfin, tu vois, c'est vraiment se ressentir. Désolé, je m'évade un petit peu dans toutes mes pensées, mais Ouais, mais c'est votre aspect responsive qui le permet effectivement parce que justement, comme tu dis, les joueurs peuvent bouger leur token sur le smartphone. On ferait ça avec n'importe quel autre VTT. En fait, il faudra que le MJ déplace, que le joueur dise ah je veux me mettre là et que le MJ déplace les tokens parce que sinon, c'est-à-dire que tout le monde est sur un ordinateur autour de la table. ouais, ça peut être très pénible, hein, c'est clair. Et nous, on a vraiment pensé Boards pour le jeu autour d'une table. C'est une sorte d'accompagnateur. Hein. Et Minimal Roleplay a vocation à accompagner le jeu autour d'une table. On aura un mode de jeu qui va se greffer à nos 3 modes de jeu un jour, où ça sera le mode IRL en fait, où Minimal Roleplay se placera comme un assistant pour toi en tant que maître du jeu ou en tant que joueur pour t'aider à découvrir des jeux de rôle si tu les connais pas. Le but ultime, c'est de pouvoir prendre un bouquin. Tu le connais pas, ce bouquin. Sur Minimal Roleplay, tu as une sorte de bibliothèque Netflix de jeux de rôle. Tu cliques sur un jeu de rôle qui te fait envie et t'y joues. Pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Et l'assistant se placera à côté de toi pour te dire ah bah tiens, à ce moment-là, tu devrais faire ça. Tiens, dans ce jeu de rôle, c'est comme ça. Et en fonction de si tu as de l'expérience dans ce jeu de rôle, il t'aidera plus ou moins. Soit il peut t'aider juste pour la partie scénario, soit il t'aidera aussi pour la partie règles.
Et pour les joueurs, ça sera pareil. Ça amènera d'un côté beaucoup plus de un jeu de rôle beaucoup plus saccadé parce que tu apprends en même temps, et de l'autre, juste t'as pas besoin de préparer ton scénario à l'avance. Tu peux y aller et tu te lances directement avec des scénarios d'initiation pour tous les jeux de rôle qu'on pourra lister. Mais c'est un système qui est très complexe à faire, vous doutez bien. Et ça sera le futur de Minimal Roleplay. C'est vers là qu'on veut aller en tout cas. Ok. Mais du coup, ça, alors, c'est un peu en dehors de notre sujet. Ça vous demande en plus une réflexion avec je dirais, les éditeurs d'un modèle Oui. économique, par contre. C'est aussi Ah, ça. c'est bien le problème en fait, c'est que aujourd'hui les éditeurs ont pas de thunes, donc on doit imaginer un système qui est relativement flexible pour que ça coûte pas un bras de mettre un jeu de rôle dans Minimal Roleplay, enfin avec ce système d'assistant, attention, parce que comme je disais tout à l'heure, mettre un jeu de rôle sur Minimal Roleplay aujourd'hui c'est très peu complexe. Tu crées ton scénario, c'est un éditeur texte et tu crées ta fiche de personnage. Là on parle vraiment d'une expérience personnalisée pour apprendre à utiliser un jeu de rôle en particulier, pour faire sa première partie. Si tu n'es pas MJ et si t'as jamais joué, tu dois pouvoir passer par cet assistant. À partir de là, ça demande effectivement une collaboration étroite pour écrire un scénario qui est programmé, on va dire, programmé avec des choses à faire, avec une expérience bien particulière pour que le maître du jeu ne soit pas remplacé. On ne veut absolument pas remplacer le maître du jeu, mais il puisse y avoir un petit assistant derrière son oreille qui lui dit là, si tes joueurs y répondent ça, tu peux partir vers ça ou partir vers ça. En fait, il n'ait aucune préparation pour se lancer dans un jeu de rôle. Je te donne un petit exemple. Tu scrolles dans la liste des jeux de rôle, tu vois Donjons et Chatons, et ben tu vas te dire ah ça a l'air marrant ça, mais je connais pas du tout les règles, je connais pas du tout l'univers, je connais pas du tout de scénario. Bah c'est pas grave, tu cliques dessus, puis ça va te proposer un scénario d'initiation, et en fait tu vas lancer ta partie, tu vas dire bah je veux jouer soit en IRL, soit en vrai autour d'une table, soit en vocal, soit en textuel. Et en fait, après, l'assistant, il va se mettre sur ton téléphone ou à côté de ton écran, ou voilà, il va se mettre à côté et il va te dire bon ben voilà, bienvenue dans ton expérience d'initiation pour Donjons et Chatons. Tu peux envoyer ça ou dire ça ou lire ça à tes joueurs, et derrière, en fonction, tu leur fais faire ça, ça, ça ou ça, et tu cliques sur la réponse tu cliques sur ce que tu as fait faire, et derrière, ça va te dire ce qu'il faut que tu fasses ensuite, etc. Alors, c'est une expérience beaucoup plus saccadée, mais ça te permet de découvrir beaucoup plus de jeux de rôle sans avoir cette barrière d'entrée de lire un bouquin, d'acheter le bouquin, Ouais. ce genre de choses, quoi. Mais du coup, pour les éditeurs, imaginons que les joueurs ils peuvent piocher tous sur Minimal Roleplay, il y a un manque à gagner qu'il faut compenser aussi pour qu'ils acceptent de mettre leur jeu dessus, quoi. Il y a tout Pour moi, c'est extrêmement bénéfique pour les éditeurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de pire que le format de l'édition d'aujourd'hui. Désolé, je vais être un peu franc, mais aujourd'hui, tu vas à Octogone. Franchement, c'est des milliers de bouquins. Et encore, ça se compte peut-être en dizaines de milliers, tellement il y a des bouquins partout. Tu te dis, ok, il y a plein de jeux de rôle qui ont l'air super bien, mais le premier billet déjà, c'est d'acheter le jeu de rôle. Tu peux pas le tester si tu l'achètes pas. Donc déjà, tu as un billet de 30-40 euros, 70 pour certains, d'entrée de jeu pour avoir un bouquin de règles. Ensuite, tu dois lire ce bouquin de règles pour y jouer. Ensuite, tu dois trouver les joueurs. Bon, ça fait beaucoup de... Ensuite, ça fait une friction qui est énorme dans le monde du jeu de rôle pour se lancer dans un jeu de rôle. Et je pense que t'achètes le jeu de rôle. Moi, j'ai plein de jeux de rôle que j'ai jamais lus. Hein. Tu les achètes, tu te dis ouais, la couverture elle est sympa, le pitch il est sympa. J'ai lu juste le dos du truc où il y a un mec qui me l'a pitché. Du coup, je l'achète et finalement, j'y joue jamais parce que c'est un temps de fou. En fait, l'avantage d'un système comme ça où tu fais des initiations où t'as vraiment rien besoin, c'est que déjà l'éditeur, bah, il a la main parce que c'est son scénario, il a écrit ça pour Minimal Roleplay. Derrière, ça fait découvrir son jeu de rôle, donc il peut faire de la pub ensuite pour dire bah voilà, t'as aimé cette expérience, bah achète le jeu de rôle complet et t'auras d'autres scénarios. Donc le mec, il a appris les règles, il a pas besoin d'acheter un bouquin de règles et de relire les règles parce qu'on lui a expliqué. Et derrière, il va acheter des bouquins de scénarios. Finalement, moi j'achète des bouquins de jeux de rôle aujourd'hui, c'est que pour des scénarios. Les règles, une fois que je les connais, je vais pas les rapprendre, quoi. Je vais pas les relire, ça sert à rien. Et enfin, tu peux, mais c'est pas les règles que tu vas. Enfin, pour moi, c'est pas les règles que tu vends. C'est intéressant, c'est une plateforme d'appel. Alors que moi, je joue différemment. Je n'achète aucun bouquin de scénario. Ok. Je fais tout le temps les miens. Et donc, potentiellement, si j'ai déjà les mécaniques, j'aurais plus besoin Je d'acheter. comprends. Mais je C'est sais une pas autre du vision. tout. Ouais, non, mais du coup, je sais pas du tout qu'est-ce que ça représente. Je pense que les éditeurs, eux, seraient capables de savoir est-ce qu'ils vendent
quel pourcentage de bouquins règles et quel pourcentage de bouquins scénar ils vendent pour voir si l'approche est intéressante. Et puis il y a tellement de façons d'éditer Oui. qu'il y a pas de. Il y en a qui voudront, il y en a qui voudront pas, ça c'est certain. Moi, Aussi je en pense que fonction tu vois, aujourd'hui, le gens qui modèle sortent. excuse-moi, le modèle des éditeurs, il est un peu bizarre parce que, tu vois, tous les éditeurs, dans leur Kickstarter, fournissent des livres d'initiation. Enfin, t'as toujours des petits PDF où, en fait, ça t'explique les règles. Donc, en fait, c'est pas si différent comme modèle. Et je comprends pas que, en fait, ça soit pas plus mis en avant, mais il y a tellement une masse de production au niveau des jeux de rôle que j'ai l'impression que s'ils produisent pas dans de la masse, ben en fait leurs jeux de rôle ils vont juste arrêter d'exister. Ou là où t'as des Pathfinder, des Chroniques oubliées, des Cthulhu, des machins qui arrivent à durer sur le temps, j'ai l'impression que les petits éditeurs comme Dead Crow et machin, désolé je parle trop vite, mais en fait ils vont sortir des bouquins et un bouquin est sorti, ok il faut en sortir un autre pour garder la hype de la boîte. En fait ils essayent pas trop de faire perdurer certains bouquins alors qu'il y a des trucs partout. Et justement le fait de mettre d'anciens bouquins sur Minimal Roleplay pourrait redonner aussi de la hype sur certains anciens systèmes qui ont été oubliés parce que la masse. Pour moi c'est un cercle vertueux en fait ça. Et après il faut trouver la bonne formule en fonction de chacun, mais je vois pas en quoi ça peut vraiment freiner la progression d'un éditeur Oh, de proposer une expérience comme ça. il y a du coup des gens qui posent un peu des questions sur ça Ouais. dans le chat. Je vois du coup effectivement la question pour les éditeurs. Il faudrait un nombre d'utilisateurs pour que ça les intéresse. Vous avez combien d'utilisateurs sur la plateforme Aujourd'hui, on actuellement? a largement assez pour faire comprendre aux éditeurs qu'on est gros. On est à, je sais pas, 25 000 utilisateurs, mais on a une progression de 100 Oui. utilisateurs par jour. Donc c'est énorme. Et donc la masse est largement atteinte en termes d'utilisateurs. Maintenant, c'est la crédibilité qui manque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne voient que par Foundry ou ce genre de choses, là où Minimal Roleplay n'est pas encore mis sur le devant de la scène. Typiquement, personne ne Ok. joue en stream sur Minimal Roleplay. Ça n'existe pas aujourd'hui des streamers Minimal Roleplay. Ça commence à arriver, mais ce n'est pas pris au sérieux encore. Et aujourd'hui, on souffre de Ça ça tombe avec bien, Minimal Roleplay. c'est notre projet pour la saison prochaine. Trop bien. Très égoïstement, j'avais envie de passer chez vous pour mon confort. Espérons Il que ça faut. vous aide. Il faut. Et il y avait une autre question justement pour les gens qui vous connaissent pas. C'est quoi votre mode de financement? Si tu peux en dire 2 mots. Justement la Alors, plateforme est-elle libre? Tout ça, c'est c'est de ça l'idée? l'autofinancement aujourd'hui, c'est-à-dire ça fait 2 ans qu'on travaille sur Minimal Roleplay à 100% avec Sana ici et Lucas. Aujourd'hui, on a très peu de finances. On a financé ça avec nos autres entreprises qui aujourd'hui sont fermées pour que Minimal Roleplay bénéficie de tout le jus. Donc c'est pour ça qu'aussi on fait un financement participatif pour essayer de lever un petit peu de fonds pour perdurer. Et on avait un modèle de financement à l'early access. Comme pour les jeux vidéo, tu pouvais acheter des récompenses exclusives en nous soutenant pendant 1 an là. Donc on a fait 20 000 euros avec ça de chiffres, ce qui nous a permis de durer, d'acheter les licences, enfin voilà, de financer un petit peu MRP et de financer le Kickstarter aussi, parce que ça coûte un bras, et essayer de durer dans le temps. Et donc là, les modèles économiques vont se mettre en place. Ça sera un modèle à abonnement. On a vu le prix, comme je vous disais, avec la communauté. Tout est décidé par la communauté. Donc l'abonnement sera de 6 euros par mois pour tout débloquer sur Minimal Roleplay. Il n'y a pas plusieurs formules. Tu débloques tout ou tu débloques rien. Sachant que ça sera un modèle freemium. Il y aura quand même la possibilité de jouer en illimité en tant que joueur sur Minimal Roleplay en version gratuite. Tu auras une partie en tant que maître du jeu offerte et tu auras une création de chaque type fiche de personnage, scénario pour la version gratuite. Et en illimité, t'as tout illimité. Ouais, au final, le plus intéressant, c'est surtout que ce soit le MJ qui ait un compte payant pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. Les joueurs, eux, n'en ont pas forcément besoin. Oui et non, parce que si un joueur a un compte payant, ça bénéficiera à toute sa partie. D'accord, ok. Donc si tu débloques des fonctionnalités payantes dans ta partie, tous les joueurs pourront accéder à ces fonctionnalités payantes. D'accord, Sinon, c'est un peu bizarre. C'est pas nécessairement le MJ qui doit l'avoir pour que ce soit la table qui débloque. Ok. Exactement. Ce qui est bien pour un MJ qui passerait joueur et qui a réussi à convaincre quelqu'un de faire MJ. Ouais, c'est ça. On en a beaucoup, surtout dans le play by post. Ça se fait beaucoup dans le jeu de rôle textuel parce que c'est facile d'échanger de rôle.
parce que l'écriture de l'histoire se fait au fur et à mesure, donc voilà. Et on a un Ce qui deuxième veut modèle dire qu'au économique. final, on peut Pardon. avoir besoin pour une table de se partager un seul abonnement, potentiellement, pour avoir Ouais. accès Ouais. Ouais, c'est le aux but. C'est le but. fonctionnalités. Ouais. Et pareil, il faut pas que qu'un MJ qui a un abonnement puisse se dire je peux pas inviter les joueurs parce qu'ils ont pas d'abonnement et du coup ils ont plus accès aux parties parce qu'ils ont plus de parties. Bah non, il faut qu'un MJ puisse inviter tous les joueurs du monde et que les joueurs puissent jouer, peu importe Ouais, c'est peu ça. importe le nombre de parties qu'ils ont. Sinon ça te fait une friction de fou à l'entrée et personne va jouer sur Minimal Roleplay. Mais quand je vois toutes les features que vous avez justement et le prix d'abonnement, je pense que ça permettra aussi à des gens c'est moche pour les autres, mais de couper des abonnements ailleurs aussi pour, équilibrer éventuellement des dépenses. Et Très honnêtement, excuse-moi, vas-y finis. Et de l'action, vous avez des achats intégrés? Il y a des choses Ouais. de Alors on custom va ou en des choses parler. comme ça? Je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Parce qu'effectivement, le prix de l'abonnement, on l'a baissé à 6 €. Le seul souci, c'est que on n'est pas rentable à ce prix. Enfin, on n'est pas rentable. Ça dépend de combien il y a d'abonnés. Si tout le monde s'abonne, bon, pourquoi pas. Mais en fait, on se disait que nous, l'abonnement qu'il fallait pour faire tourner une entreprise comme Minimal Roleplay, c'était 10 € par mois. C'était l'abonnement de base. Et en fait, plutôt que de se dire, non, on va forcer l'abonnement à 10 €, sachant que toute notre communauté nous disait, ouais, 6 € c'est le bon prix. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé l'abonnement à 6 € et on a créé une autre offre à 10 € où en fait on rajoute un season pass. Un season pass façon jeu vidéo où en gros tu vas débloquer des cosmétiques, des choses un petit peu annexes qui n'influent pas du tout dans tes parties, enfin si ce n'est les dés avec des skins custom. Et on s'est dit comme ça en fait on conserve notre abonnement à 10 €, sauf qu'on rajoute quelque chose qui est pas du tout obligatoire. Et pour ceux qui ont la collectionnite et tout ça, parce que c'est une grosse partie de Minimal Roleplay, on pourra en reparler. On va en reparler juste après du coup. Ça parle au rôliste, la collectionnite. La collectionnite du coup va nous amener ce season pass qui nous gonfle un petit peu notre abonnement, qui nous permet d'être un poil plus rentable avec Minimal Roleplay, même si on cherche pas une rentabilité de fou. Faut quand même qu'on puisse payer nos employés et les 3 lascars qui bossent comme des comme des fous sur le sujet quoi. Là, je vais faire l'instant un peu vieux ronchon, parce qu'il faut toujours que je fasse le vieux con à un moment dans It's Alive. Une bonne partie de la communauté rôliste a un gros problème avec le fait que des gens veuillent simplement vivre du jeu de rôle. Ouais, c'est encore Moi, je difficile pense à aux admettre créateurs de pour beaucoup de contenu. personnes. Voilà, évidemment, on peut les citer. L'Abonnomage qui a décidé de lancer une plateforme par abonnement. Il y a des gens qui leur disent ah ouais, mais du coup, vous gagnez de l'argent par le jeu de rôle. Bah oui, mais en même temps, ils vous proposent quelque chose. Enfin, c'est comme si tu disais à un acteur ah ouais, bah tu gagnes de l'argent par le jeu, alors que ça va quoi. Le cinéma, c'est quand même ta passion avant tout. Après, rien que le fait qu'il soit organisé en entreprise aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup de monde qui n'avait pas compris le fait qu'ils créent une entreprise pour gérer leur production. Donc effectivement, il y a encore un gros chemin à faire là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est très diabolisé. On essaye d'expliquer au mieux de comment ça marche, sans pour autant dire oui, on veut faire des millions. Non, on veut juste vivre et on a des super outils, on crée pour les gens et on a le droit de gagner un peu d'argent avec. Mais ça, c'est très très français aussi comme réflexion hein, de tout ce qui touche à l'argent, de vouloir le diaboliser. Mais ça va. Nous, on n'a pas trop de soucis pour être honnête. Des gens qui prennent qui ont la chance de profiter de plein de choses qui sont mises à leur disposition et qui ont du mal à comprendre parce que à nouveau dans mon discours de vieux con, moi j'ai démarré le jeu de rôle en 2004. De toute façon, tu ne pouvais pas faire autrement qu'acheter. Il fallait acheter les bouquins c'est pour sûr. jouer, t'avais que ça. Mais les éditeurs, on leur a jamais reproché de vendre des livres. Mais par contre, vendre des plateformes, parce que c'est vendre acquis. du divertissement, je pense que alors je saurais pas dire si les gens qui râlent, c'est une question de génération, mais je pense que le tout gratuit sur internet, a peut-être pas, sensibilisé les gens aux bonnes choses. Non, mais c'est une folie en fait comment c'est fait parce que moi je pousse des coups de gueule sur tous les lives sur lesquels je suis passé parce que ça critique des Let's Roll ou des harpies où les mecs sont tombés parce que financièrement ils n'arrivaient plus à suivre et on leur dit ouais mais les gars
vous abusez, vous développez plus, machin, alors que les pauvres gars, ils ont développé comme des fous. Et juste parce que les gens se disaient, ah bah non, on va pas payer un abonnement quand même pour jouer. Ben ouais, mais les gars, vous plaignez pas après que ça tombe, parce que ça coûte extrêmement cher, ce genre de développement. Un VTT comme Minimal Roleplay, si on devrait le chiffrer aujourd'hui, c'est plus d'1 million d'euros en termes d'investissement de développement et d'ergonomie, de design, de com et tout. C'est des montants qui sont astronomiques. Dites-vous que nous, on a la chance dans l'équipe d'avoir toutes les compétences, donc ça nous permet de juste injecter notre temps dedans, mais des mecs qui n'ont pas forcément toutes les compétences en interne, Faut aller les payer un chercher. dev à chaque fois, c'est des tarifs qui sont énormes. Donc, attention, le tout gratuit, c'est super bien, mais il y a forcément un revers de la médaille à un moment. Il y a quelque chose qui se passe en arrière-plan pour que ce soit rentable. Voilà. Il y a forcément des choses. Alors, Datimunt nous dit dans le chat, effectivement, sans diaboliser l'idée de rémunérer des heures de travail, est-ce que c'est pas ambitieux de penser pouvoir vivre uniquement du JDR, sachant que c'est un milieu qui brasse peu d'argent? T'en avais un petit peu parlé tout à l'heure. C'est pour ça la volonté aussi de vouloir toucher le marché au-delà du marché français, pouvoir s'exporter et toucher notamment un marché américain qui est beaucoup plus périn sur la partie jeu de rôle. Moi, je suis peu d'accord avec cette affirmation. Je pense que le marché du jeu de rôle aujourd'hui, c'est un marché qui peut très bien être rentable. Et qui se T'as développe pas très besoin de fortement faire aussi. des millions pour être rentable. Voilà, c'est juste qu'il faut retenir. Quand tu vois certains milieux qui sont des milieux ultra nichés et tout ça, qui sont rentables, jeu de rôle, ça fait des salons à 20 000 personnes qui viennent tous les ans. C'est pas une petite niche, c'est quand même un gros bébé, le jeu de rôle aujourd'hui. Il y a moyen d'être rentable là-dessus. Je pense juste que les bons modèles économiques, les bonnes façons de faire, les gens ne sont peut-être pas encore instruits assez dans le milieu du jeu de rôle pour rendre ce marché périn, en tout cas, pérenne. Bref, peu importe. Après, juste pour finir, très honnêtement, il faut pas hésiter aussi dans des entreprises comme les nôtres à pivoter. Si on voit que effectivement les gens dur comme fer attendre des freemium et des machins, et ben c'est pas grave. Il y a des modèles freemium qui peuvent fonctionner. Avec le volume, la pub, ça fait du taf de fou. Enfin, et comme je vous ai dit, nous, en tant que Minimal Roleplay, on n'a pas vocation à revendre la boîte et à se faire des dizaines de millions. C'est pas du tout le but de Minimal Roleplay. Pour les gens qui connaîtraient pas la plateforme encore, moi je les invite très fortement là juste à taper minimalroleplay.com et à voir justement en termes simplement de design juste sur la homepage ce que vous proposez. On est à tout à fait un autre univers du design et de ce qu'est le web aujourd'hui par rapport aux gros comme Roll20. Roll20, quand on se connecte dessus, on a l'impression de retourner 15 ans en arrière. Vous avez quelque chose qui est extrêmement actuel et c'est aussi ça qu'il faut pour parler aux gens. On a trop l'habitude sur le jeu de rôle de se dire bon on va utiliser des outils un peu crado, un peu faits avec les pieds, machin, du coup on les prend ou on les prend pas. Alors que là, si vous offrez une expérience qui est aussi confortable que tout ce qu'on fait d'autre sur le web, forcément c'est aussi quelque chose qui joue en votre faveur, je pense. On essaye. De toute façon, t'as besoin d'avoir un package qui est complet. Tu peux pas avoir juste les fonctionnalités sans le design. Aujourd'hui, c'est pas possible. Alors Roll20 survit parce que c'est le premier qui s'est lancé. Surtout ça, hein. À mon avis, Roll20 aujourd'hui, tu le présentes comme étant une nouvelle solution. Il aurait du mal à s'installer, hein. Mais on souffre de ça, vous savez. Le Kickstarter est une semi-réussite, un semi-échec, parce que je pense on nous a bien savonné la planche et que les gens n'ont plus confiance dans les Virtual Tabletop. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit « Ah bah non, je vais pas vous soutenir parce que c'est encore un Virtual Tabletop. » J'ai déjà soutenu, je sais pas, Alchemy, Let's Roll, enfin tous les Virtual Tabletop du monde. À un moment, ils nous ont tous déçus parce qu'ils ont jamais développé ce qu'ils ont dit qu'ils allaient développer. Bah nous derrière on arrive, bah ouais mais nous on est gentils. et finalement bah non, on souffre aussi de ça. Il y a eu trop de VTT qui ont pas forcément pris leurs utilisateurs pour des cons, mais qui ont fait des mauvais choix économiques et qui n'ont pas pu assumer jusqu'au bout, quoi. Oui, alors que pourtant sur votre projet c'est montré très clairement que vous allez au-delà du
au-delà du VTT justement. Enfin, mais encore faut-il prendre le temps de tout lire. Voilà, c'est ça qui est compliqué aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que tu vois, tu parlais de notre page d'accueil et on est en train de la refondre pour avoir vraiment une phrase, une deuxième phrase et une troisième phrase. Enfin, parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle plus d'écosystème holistique. On parle vraiment d'un virtual tabletop qui met le jeu en avant plus que la configuration. C'est vraiment notre nouvelle baseline et d'ici quelques jours, là, la page d'accueil va changer pour simplifier notre dialogue. Ce qui nous a aussi fait un petit peu louper notre démarrage de notre Kickstarter parce que c'était trop compliqué ce qu'on proposait. Ouais. On va pas tarder à conclure juste pour dire aux gens ce qui existe en plus chez vous. S'il y a une partie, il y a une plateforme donc Minimal Scénario qui est à la fois le carnet de préparation du MJ et le journal de bord après de l'équipe, on va dire, des joueurs. Et ça aussi avec une ergonomie confortable. Donc ça, j'avais envie juste de l'ajouter. On a abordé quand même pas mal de sujets. C'est notre reprise, donc moi, il faut que je me rerode aussi dans mon chemin de fer. En tout cas, surtout, Eludem, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous tous. Hein. Pour ce qui est des prochains sujets de It's Alive, mon cher Goldie, c'était toi qui avais pensé à nos prochains sujets. De quoi allons-nous parler les prochaines fois? Oui, tout à fait, tu fais bien, faut qu'on en parle en avance, comme ça les gens peuvent déjà commencer à y réfléchir. Prochaine fois, je pense on va parler d'édition dans le jeu de rôle, puisque c'est quelque chose pour lequel beaucoup de personnes se posent des questions. Comment fonctionne l'édition dans le jeu de rôle et comment fonctionne l'auto-édition, notamment, aussi dans le jeu de rôle. Donc on en échangera. Et un autre sujet aussi, on était dans la thématique dernièrement et on en a pas mal parlé avec Slasher. On se posera la question de comment jouer efficacement de l'horreur en jeu de rôle. Comment est-ce qu'on peut véritablement jouer de l'horreur en jeu de rôle? Est-ce qu'on peut faire du vrai horreur en jeu de rôle? Tout ça pour créer le débat autour de tout ça. Donc commencez dès à présent en allant sur le Discord. Donc je vais mettre le Discord sur le chat, mais n'hésitez pas dès maintenant à aller sur le Discord des Dés sont jetés pour commencer un petit peu à discuter des différents sujets à venir. On pourra notamment s'inspirer de vos échanges pour en parler pendant le live. En tout cas, du coup, voilà, ça reprend un peu ce qu'on a parlé, un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. À la fois, on a envie de parler de façon de jouer, mais aussi de parler de l'écosystème, on va dire, de l'univers du jeu de rôle aussi, du côté plus pro. Et voilà, sur le Discord aussi, les gens, n'hésitez pas, et d'ailleurs, il faut qu'on y retourne, à nous proposer les sujets des émissions. Et puis, pardon, voilà, c'est la reprise, je perds mes mots, je suis fatigué à 22h, c'est la vieillesse. Et du coup, on espère que ça vous a plu. Surtout, prenez soin de vous, portez-vous bien, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. Des bisous. Au revoir. Merci à vous. Look, darling,